Au début des années 80, aller au magasin pouvait être mortel. Un antidouleur fiable a été soudain associé à des décès mystérieux, provoquant la panique en Amérique. Les rayons se vidaient, pendant que les enquêteurs cherchaient comment un médicament courant était devenu une arme. L'affaire a mobilisé les détectives, modifié les lois et révélé de graves failles de sécurité. Comment quelque chose d'aussi banal est-il devenu si dangereux? Et qui en est responsable? Aujourd'hui dans The Infographics Show, nous explorons les meurtres du Tylenol. C'était un mercredi de fin septembre 1982. À 6h15, Mary Kellerman, 12 ans d'Elk Grove Village près de Chicago, s'est réveillée avec un fort mal de tête. Son père lui a permis de rester à la maison et d'éviter l'école. Mary est allée à la salle de bain, a pris une boîte de Tylenol extra fort dans l'armoire à pharmacie, achetée la veille par sa mère. Quelques instants plus tard, son père a entendu un bruit sourd, quelque chose qui tombait violemment sur le sol. Il s'est précipité à l'étage dans la salle de bain où Mary, sa fille unique, gisait au sol, les pupilles fixes, la respiration faible. Les ambulanciers sont arrivés, impuissants. Mary était en arrêt cardiaque. Ils ont traversé les rues à toute vitesse jusqu'au centre médical des frères Lexiens, où les médecins ont désespérément tenté de la sauver, allant même jusqu'à la brancher à un pacemaker. Un prêtre a été appelé pour les derniers sacrements. Mary a été déclarée morte à 9h56. Que s'est-il passé? Cela n'avait aucun sens. Mary était en bonne santé. Bien sûr, elle avait eu un mal de tête, mais les maux de tête ne provoquaient généralement pas d'arrêt cardiaque. Mais elle n'était que la première d'une journée qui s'annonçait très mauvaise pour la ville. Ce matin-là, Adam Janis, facteur de 27 ans en bonne santé, s'est réveillé enrhumé. Après avoir récupéré ses enfants à la maternelle, il s'est arrêté dans un magasin Jewel Osco à Arlington Heights, à 40 km de Chicago, pour acheter du Tylenol. Après le déjeuner familial, Adam a pris 2 Tylenol et s'est allongé. Peu après, il est sorti de la salle de bain en titubant, la main sur la poitrine, avant de s'effondrer. Transporté à l'hôpital, il était déjà trop tard. Les médecins ont dit à Teresa et à sa famille qu'il s'agissait probablement d'une crise cardiaque, mais qu'ils devaient attendre l'autopsie pour en être sûrs. Teresa, les frères d'Adam, Stanley et Joe, leur mère et l'épouse de Stanley, 20 ans, se sont retrouvés chez eux pour préparer les funérailles. Stanley se plaignait d'un terrible mal de dos et disait qu'il avait besoin de s'allonger. Lorsqu'ils sont arrivés, il a été soulagé de voir une bouteille de Tylenol sur le comptoir. 30 minutes après la mort d'Adam, Mary Lynn Rayner, 27 ans de Winfield près de Chicago, s'apprêtait à nourrir son nourrisson. Elle s'était réveillée ce matin-là, avec un mal de tête lancinant, et avait pris quelques gélules de Tylenol qu'elle avait récemment achetées chez Frank's Finer Foods. Peu après, elle chancela jusqu'à la cuisine et s'effondra sur une chaise, convulsant devant son mari et sa belle-mère. Son mari a appelé le 911, sa mère tenait le bébé en pleurs, tandis que les 3 autres enfants criaient à l'étage. Il leur a dit de rester sur place. Ils ne reverraient jamais leur mère vivante. Vers 17h, la famille Janis était encore chez Teresa. Adam ne lui avait jamais mentionné de soucis cardiaques. Elle ne comprenait pas. La vie en Amérique allait si bien. Et maintenant ça! Stanley et Terry étaient mariés depuis quelques mois après une grande cérémonie à l'église Saint-Hyacinthe de Chicago, en présence de toute la communauté polonaise. Ils attendaient encore le développement des photos après leur lune de miel à Hawaï. Tous deux avaient un emploi et travaillaient sur leur nouvelle maison. C'était le rêve américain dont tout le monde parlait en Pologne. Stanislas avait toujours mal au dos. Il sortit le Tylenol trouvé plus tôt et demanda si quelqu'un en voulait. Sa femme Thérèse, épuisée et souffrant d'un violent mal de tête dû au stress, tendit la main. Peu après, Stanislas sortit en titubant de la salle de bain, se tenant la poitrine et s'effondra, rattrapé par son frère Joseph. De la mousse blanche s'écoula de sa bouche. Ses yeux se révulsèrent. Alors que leur mère était sous le choc, Thérèse déclara à son tour se sentir bizarre. L'épouse d'Adam, Thérèse, qui venait de perdre un mari et peut-être même un beau-frère, conduisit ses 2 jeunes enfants chez leur voisine. Qu'est-ce que c'était? Que se passait-il? Le lieutenant des pompiers Charles Kramer, arrivé avec les ambulanciers, fut accueilli par un chaos total entre larmes, cris et prières murmurées. 6 heures plus tôt, Charles avait été appelé ici, pour ce qui semblait être la mort subite d'un jeune homme. À l'intérieur, Stanislas gisait presque inerte. Charles soutenait Thérèse, qui criait le nom de son mari avant de faiblir soudainement. Quand elle est tombée, Charles a cru que c'était le choc. Mais sa respiration était faible, ses pupilles dilatées, comme l'homme mort ce matin et celui étendu au sol. 6 ambulanciers tentèrent de sauver 2 personnes, tandis qu'une pensée obsédait Charles. Ce ne pouvait pas être toutes des crises cardiaques. Pas 3 en une journée, tous jeunes, tous dans la même maison. Impossible.
À 18h45 à 30 km de là, Mary McFarland, 31 ans, mère célibataire, travaillait comme représentante clientèle dans un magasin Bell. Elle était de bonne humeur. Ses horaires convenaient à sa vie de mère, et après un divorce difficile, elle voyait quelqu'un de nouveau. Ses garçons allaient tout bien, donc, tout bien considéré, la vie commençait à redevenir stable. Au fil de la journée, elle sentit un mal de tête arriver. Rien d'inhabituel dans un travail où l'on gère des clients frustrés sous les néons. Le personnel utilisait souvent des greenies contre le mal de tête, mais Mary préférait son Tylenol extra fort acheté au Woolworths du centre commercial. Elle est allée dans la salle de repos, a pris un comprimé, puis est retournée travailler. 10 minutes après, elle y est revenue, inquiétant sa collègue. Mary paraissait affreuse. « Je ne me sens pas bien », gémit-elle avant de s'effondrer. Comme Stanislas, elle mourrait bientôt. Terry était sous assistance respiratoire, mais ses chances de survie étaient quasi nulles. L'affaire de Janice était la plus étrange de toutes. 2, presque 3 décès dans une même maison en un jour, tous en bonne santé. C'est l'infirmière Helen Jensen qui a donné l'alerte. Cela lui semblait évident. Elle savait que tous avaient pris du Tylenol, donc cela devait en être la cause. Elle en a parlé aux médecins légistes et à la police, mais ils n'ont pas cru sa théorie. Le Tylenol ne tuait pas simplement. Cela pouvait arriver en cas de surdose, mais 1 ou 2 pilules ne provoquaient pas d'arrêt cardiaque. Pourtant, Hélène en était sûre. Elle est allée chez Janice et a déclaré en interview « Je suis entrée dans la salle de bain, j'ai pris un flacon de Tylenol et l'ai apporté à la cuisine avec un policier. Elle ouvrit le flacon et compta. Il manquait 6 gélules sur 50. Elle trouva vite le reçu. Le Tylenol provenait du magasin Jewel ce matin-là. 3 morts, 6 comprimés disparus. Seul le Tylenol pouvait être en cause. D'autres partageaient en cette idée. Chuck Kramer, témoin du carnage, restait lui aussi méfiant. Il a retrouvé un ambulancier qui s'était occupé de Mary Kellerman ce même matin. L'homme a confirmé que Mary avait pris du Tylenol avant de mourir. Lui et Hélène étaient presque sûrs que c'était les comprimés. Ils n'ont pas échangé, mais ont transmis leur théorie à leurs supérieurs, qui ont répété qu'une mort subite due à un médicament en vente libre était improbable. Cette nuit, Hélène s'est endormie en larmes, furieuse contre les autorités qui ignorèrent l'évidence. Au moins son mari la soutenait. Le lendemain matin, il s'est levé tôt, a regardé les infos et a dit à Hélène « Tu avais raison, c'était du Tylenol. » La veille, alors qu'Hélène était chez les Janice, Paula Prince, hôtesse de l'air de United Airlines, a atterri à O'Hare après des vols à Las Vegas et Hartford. Avant de quitter l'aéroport, elle a laissé un mot à sa colocataire dans leur appartement d'Old Town, au nord de Chicago. Paula avait une nouvelle excitante. En rentrant, elle s'est arrêtée chez Walgreens pour acheter un flacon de 24 Tylenol extra fort. De retour, elle s'est assise sur le canapé pour regarder la télévision tard. 2 jours plus tard, sa colocataire est rentrée à la maison et a trouvé le corps de Paula raide sur le sol. Dans sa poche se trouvait la note. Paula était tombée amoureuse et allait se marier. À ce stade, la théorie d'Hélène et Chuck semblait très plausible. Nicolas Pichos, enquêteur au bureau du médecin légiste du comté de Cook, avait déjà récupéré 2 flacons suspects de Tylenol. Ils avaient le même numéro de lot. Il a contacté le docteur Edmond Donahue, chef adjoint du service du médecin légiste du comté de Cook. Après un test olfactif, il était clair que quelque chose clochait. Les comprimés sentaient légèrement l'amande amère, signe révélateur de cyanure. Le cyanure prive le corps d'oxygène en bloquant les globules rouges, entraînant la mort en quelques minutes après ingestion. C'est quasiment ainsi que ces personnes sont mortes. Au matin, un technicien de laboratoire est revenu avec les résultats sanguins de Terry et Stanley Janice. Il n'y avait aucun doute qu'ils avaient été empoisonnés. À l'aube, la nouvelle est tombée. C'est ce que le mari d'Hélène avait vu à la télévision. Les autorités ont signalé que le lot mortel contenait des gélules de Tylenol extra fort. Les habitants ont été priés de détruire leur Tylenol, tandis que Johnson a demandé aux détaillants de retirer le produit des rayons. Lors d'une conférence de presse à minuit le 1er octobre, la maire de Chicago, Jane Byrne, a interdit le médicament dans la ville. Les lignes de police étaient saturées d'appels de personnes inquiètes, proches craignant que leurs malades ou défunts aient été victimes du même tueur improbable. Si des comprimés contaminés s'étaient diffusés partout aux États-Unis, nul ne sait combien de vies auraient été perdues. Quand les enquêteurs ont repris l'affaire, ils espéraient que la version mortelle du médicament venait seulement de quelques magasins. La Food and Drug Administration des États-Unis a rapidement déconseillé à tous les Américains de prendre ces comprimés contre la douleur. Peu importait où ils les avaient achetés ou à quel lot ils appartenaient, c'était tout simplement trop risqué. D'autres analyses ont confirmé les craintes. Les gélules contenaient du cyanure.
La police de l'État de l'Illinois a collaboré avec le FBI, mais le bureau n'avait pas de juridiction car il s'agissait de meurtres d'État, et aucune loi fédérale ne couvrait alors la falsification de produits. Pourtant, cette affaire dépassait de loin tout cas ordinaire, qu'il s'agisse d'un empoisonnement accidentel ou d'un homicide. La Maison-Blanche, sous la présidence de Ronald Reagan, a demandé au FBI d'intervenir et de régler la situation. L'Amérique était en panique. Pour Johnson, c'était une catastrophe. L'action de l'entreprise a chuté. Le FBI a mobilisé de nombreux agents pour l'enquête, mais a dû inventer un prétexte officiel pour justifier son implication. Officiellement, les agents enquêtaient pour savoir si Johnson avait enfreint la loi fédérale en ajoutant prétendument du cyanure de potassium au Tylenol comme ingrédient actif et en omettant de l'indiquer sur l'étiquette. Personne ne croyait à cette théorie, mais elle leur servait de couverture légale pour enquêter. Aucun d'eux ne savait alors que cela deviendrait l'une des affaires les plus étranges de l'histoire américaine, durant des carrières entières. Ils ont d'abord examiné les employés de Johnson susceptibles de vouloir discréditer leur employeur. Ou bien, y avait-il quelqu'un qui travaillait là, avec des antécédents criminels? Et qu'en était-il des consommateurs? Des clients mécontents ont-ils cherché à nuire à la réputation de Johnson & Johnson? Le FBI enquêtait tandis que la police de l'Illinois opérait depuis un bunker à Des Plaines avec une ligne pour les témoignages. Elle a reçu 6000 appels en quelques semaines, les agents travaillant jour et nuit. Pendant ce temps, Terry a été débranché de l'assistance respiratoire. Sa mère ne voulait pas lâcher le cercueil lors des funérailles, alors qu'il était descendu dans la terre. La famille avait été détruite en quelques semaines. C'est alors que la police était certaine que l'hôtesse de l'air, Paula, avait subi le même sort. 4 des comprimés dans la bouteille, chez elle, contenaient du cyanure, donc elle était maintenant la 7e victime. Ce que le public ignorait, c'est que la police avait placé des caméras secrètes à chaque enterrement. Il était bien connu que les tueurs en série aimaient souvent voir les résultats de leur œuvre de leurs propres yeux. La police a installé des caméras sur les tombes des victimes, au cas où un inconnu viendrait. Ils ont aussi surveillé les domiciles des victimes, pensant que le tueur pourrait y revenir. La police avait une base de données qui croisait les plaques d'immatriculation. Tout véhicule suspect, aperçu près des domiciles ou des funérailles, des victimes pouvaient désormais être retrouvées et examinées. C'était une tâche titanesque. En moins d'1 an, ils ont recueilli 35 000 noms. En plus de cela, ils ont interrogé les familles des victimes, leurs proches, leurs collègues, leurs amis, toute personne qui les connaissait. Certains ont passé le détecteur de mensonges, sans résultat. Il est apparu que le tueur ignorait les victimes. Il ou elle n'avait ciblé qu'une personne, les autres étaient des dommages collatéraux. Qui que soit ce maniaque, il avait l'intention de tuer beaucoup d'inconnus. Cela rendait l'affaire beaucoup plus difficile à résoudre. Il cherchait un fantôme apparemment sans mobile. Les détectives ont commencé à poser des questions. Quelqu'un avait-il été hospitalisé pour un empoisonnement au cyanure, peut-être à la suite d'un accident en contaminant les comprimés? Quelqu'un avait-il emprunté des livres sur le cyanure à la bibliothèque? Qui était chimiste amateur? Qui achetait des produits chimiques inutiles pour une personne ordinaire? Mais ils n'ont rien trouvé. Les enquêteurs ont vérifié toutes les images de sécurité disponibles, mais en 1982, la vidéosurveillance n'était pas courante. Certains magasins avaient des images floues, sans rien d'utile. Par désespoir, le FBI a même contacté les soviétiques, sachant que leurs satellites espionnaient dans les villes américaines. Plus surprenant, les soviétiques ont accepté d'aider, tout en admettant que les banlieues de la ville des Vents n'avaient que peu d'importance pour eux. Après des mois d'enquête, la cellule spéciale n'a trouvé personne chez Johnson correspondant au profil d'un tueur par vengeance. Ils en ont conclu que, qui que ce soit qui ait fait cela, c'était probablement un homme. Les profileurs de la nouvelle unité des sciences du comportement du FBI ont constaté que les femmes utilisent plus souvent le poison que les hommes, ciblant presque toujours une victime précise. Les hommes, en revanche, sont plus susceptibles de tuer de manière indiscriminée. Des profileurs comme John E. Douglas, qui a interrogé Ted Bundy, John Wayne Gacy et Ed Kemper, ont estimé que le suspect était sûrement un homme ayant subi un traumatisme d'enfance, ayant d'abord maltraité des animaux, avant de s'attaquer à des humains, un schéma courant chez de nombreux tueurs en série. Mais tous s'accordaient sur un point. Le tueur suivait sûrement les infos, observant le chaos créé à travers le pays. Il devait être gonflé de fierté d'avoir déjoué la police. Pour une fois dans sa vie, il comptait. Dans les années à venir, lorsqu'ils auraient 2 principaux suspects, certains enquêteurs diraient que les profileurs avaient vu juste. Mais où le tueur avait-il réellement contaminé ces bouteilles? L'avait-il fait chez lui et d'une manière ou d'une autre, les avait-il remises en rayon? Avait-il empoisonné les capsules lors de la production ou de la distribution?
La police pense que cela n'a pas eu lieu dans les usines. Premièrement, s'il n'était pas un employé, il aurait été vu. Deuxièmement, il aurait dû revenir plusieurs fois puisque les comprimés n'ont pas tous été fabriqués le même jour. Il était donc plus probable que le cyanure ait été ajouté lors du stockage en entrepôt avant la livraison au magasin. Johnson a dû rappeler tous les Tylenol fabriqués pour le marché américain, ce qui a coûté environ 100 millions de dollars à l'entreprise, soit près de 336 millions aujourd'hui. Si le meurtrier voulait nuire à l'entreprise, il avait déjà réussi. Johnson n'a pas tout détruit, envoyant tous les comprimés pour être testés, notamment par ses propres scientifiques internes. 3 autres flacons ont été trouvés contaminés au total. 2 avaient déjà été signalés par des clients à Wheaton et Chicago, un autre trouvé sur une étagère de pharmacie à Schaumburg. Il y avait 8 flacons contaminés en tout. Pourquoi ces magasins en particulier avaient été visés, et pas d'autres faisaient clairement partie d'un schéma? Mais pour l'instant, les enquêteurs ne le voyaient pas. Après avoir interrogé le personnel de l'entrepôt et les employés de la société de transport, ils ont conclu que le tueur avait dû entrer dans les magasins et, lorsque personne ne regardait, voler les flacons. Il avait sans doute ouvert les capsules chez lui, ajouté le poison, puis replacé les flacons sur les étagères. C'était en 1982. À cette époque, on pouvait ouvrir les emballages, les flacons, et faire ce qu'on voulait avec eux. Cela changerait, mais seulement après des morts dans d'autres affaires aux États-Unis et au Japon, où des boissons avaient été empoisonnées. La police a relevé des empreintes, mais certaines étaient inexploitables, et d'autres ne correspondaient pas au suspect. Il y avait aussi de l'acide désoxyribonucléique sur certaines bouteilles, mais la technologie de l'acide désoxyribonucléique en était encore à ses débuts. Et beaucoup de personnes avaient non pas touché les bouteilles, sans porter de gants. Des policiers, des responsables de la santé et des scientifiques. Puis, ils ont eu un suspect. Le pub Oxford sur Lincoln Avenue à Chicago était un lieu sombre avec des panneaux de bois, apprécié des habitants. Derrière le bar se tenait Marty Sinclair, le propriétaire, habitué à voir défiler des clients titubants. Roger Arnold, un habitué bavard, aimait raconter ses histoires autour d'une bière, vantant ses années dans l'armée et sa fascination récente pour la chimie. La plupart de ce que Roger racontait était clairement des absurdités. Il racontait aux gens qu'il avait été expert en démolition dans l'armée, alors qu'en réalité, il passait son temps à distribuer des uniformes et des couvertures, un intendant, pas un expert en explosifs. Il luttait contre la dépression après l'effondrement de son mariage. Il l'avait accusée d'être instable et cruelle, et elle avait dit pareil. Pourtant, c'est elle qui avait eu la maison. En plus de cela, ses parents étaient tous les deux décédés récemment. Seul et en colère, Arnold était en train de s'effondrer. La police avait déjà vérifié des dizaines d'habitants ayant accès à des produits chimiques dangereux, ou si intéressants, mais aucun ne semblait prometteur. Mais Arnold, lui, se distinguait. Il avait un tempérament colérique, un passé violent, et aurait même affirmé posséder du cyanure chez lui. C'est ce que Marty a dit aux policiers en appelant les urgences, en approfondissant leur enquête. Les détectives ont appris que l'épouse séparée d'Arnold avait été patiente dans un hôpital psychiatrique. Ainsi, pendant le divorce, il affirmait la vérité sur les problèmes mentaux. Mais ce n'était pas ce qui intéressait les détectives. Ce qui a attiré leur attention, c'est que l'hôpital où Arnold visitait son épouse était juste en face de Frank's Finer Foods à Winfield, l'épicerie ayant vendu un des flacons de Tylenol empoisonné. Arnold s'y rendait souvent, mais encore plus stupéfiant. Lorsque les détectives ont interrogé Arnold, il a admis avoir acheté du cyanure de potassium auprès d'une société de vente par correspondance afin de réaliser des expériences à domicile. Il leur a dit qu'il l'avait jeté, à peu près au moment où lui et sa femme s'étaient disputés. Lorsqu'ils ont fouillé sa maison, ils ont trouvé des pistolets non déclarés et un fusil. Il possédait également des livres sur la fabrication de bombes, de détonateurs, de certains médicaments et de poisons. Son livre Le James Bond du pauvre incluait un chapitre sur la fabrication du cyanure de potassium. Ils ont également trouvé un catalogue de produits chimiques à acheter, et beaucoup de matériel de chimie, le genre de choses dont on aurait besoin pour fabriquer une substance mortelle. Il correspondait parfaitement au profil d'un tueur. Lors de la perquisition, ils ont trouvé un aller simple pour la Thaïlande, un pays qu'il aimait mais aussi possible destination de fuite. Plus ils enquêtaient, plus il semblait coupable. En discutant avec ses proches, ils ont appris qu'il détestait les flics. Un témoin affirme qu'il avait un tempérament colérique et se frustrait vite si les choses ne se passaient pas comme il voulait. C'était un homme instable, en colère, qui venait de tout perdre et connaissait le cyanure. Dans le monde des suspects, on ne pouvait guère trouver plus idéal. Toute sa vie a été bouleversée alors que son visage était affiché partout dans les médias. Il s'est isolé et est devenu paranoïaque. Faute de preuves suffisantes pour l'inculper, il resta libre,
mais sa vie fut marquée par les soupçons et une forte consommation d'alcool. Il a appris par le bouche à oreille que c'était Marty Sinclair qui avait donné son nom à la police en premier. Un soir au bar, Marty est entré alors qu'Arnold buvait. Arnold est devenu furieux, mais il n'a encore rien fait. Plus tard dans la même nuit, Arnold a cru voir Marty dans la rue. Il l'a interpellé, a sorti son arme et l'a abattu. Sauf que ce n'était pas Marty. Il avait touché le mauvais homme, un innocent programmeur informatique avec une femme et un enfant. Arnold s'est enfui, mais le lendemain, il s'est rendu à la police, portant son t-shirt de Pattaya, Thaïlande. L'aventure était terminée. Il est allé en prison pour meurtre, mais ils n'ont jamais pu prouver que c'était lui qui avait commis les meurtres au Talnol. Certains des profileurs insistaient que c'était lui, mais il manquait de preuves et de mobiles. Il était suspect, mais être un peu fou et aimer la chimie ne faisait pas de lui un tueur en série. Arnold était mort en 2008, un homme libre, mais il n'a jamais vraiment été libre de tout soupçon. Il était toujours resté en arrière-plan de l'enquête, mais il était un suspect secondaire par rapport à un autre homme, dont nous parlerons bientôt. Quiconque l'a fait a inspiré d'autres personnes. En 1986 à Yonkers, New York, une femme était décédée après avoir ingéré du Tylenol extra fort contaminé au cyanure, 4 ans après le cas de Chicago. 5 jours plus tard, la police a découvert une autre bouteille contaminée. 2 ont été trouvées dans des supermarchés A et P différents, et une autre chez Woolworths. Les meurtres ont ravivé la panique nationale, prouvant que l'impensable pouvait revenir. En 1998 à Auburn, Washington, une autre affaire a fait la une. Stella Nicole a tué son mari et plus tard un passant innocent en ajoutant du cyanure dans des gélules d'Excédrin extra fort. Elle s'était lassée de son mari, sobre contrairement à elle, et voyait des signes de dollars dans son assurance vie. Inspirée par les empoisonnements non résolus de Chicago, elle a mis son plan à exécution. En 1989, la Food and Drug Administration a imposé des règles nationales, exigeant que chaque fabricant sécurise ses produits avec des emballages et bouchons inviolables. Aucune autre affaire n'a autant marqué le pays que les meurtres au Tylenol de Chicago. Le public voulait justice. Les policiers, malgré des années d'efforts, étaient toujours dans le flou. Il s'est avéré qu'Arnold n'était pas le suspect numéro 1. Ce rôle est revenu à James William Lewis, également connu sous le nom de Robert Richardson, escroc. Il était à New York juste après les meurtres, et a envoyé une lettre d'extorsion à Johnson & Johnson, réclamant $1 million pour cesser les crimes. Il affirmait être le meurtrier, et avertissait que si on ne payait pas, d'autres personnes mourraient. James pensait être très malin, mais les lettres qu'il a écrites ont mené les enquêteurs directement jusqu'à lui. Une semaine après, la cellule spéciale a désigné James et Leanne comme principaux suspects en fuite. Il faut noter qu'entre la police d'État, la police locale, la cellule spéciale Tylenol et le FBI, les théories étaient souvent contradictoires. Il n'y avait pas de vision unifiée. Pour James, certains des 140 détectives de l'enquête étaient convaincus de sa culpabilité, d'autres restaient incertains. James a nié les meurtres dans une lettre au Chicago Tribune, affirmant que lui et sa femme ne tueraient pas de gens. Après environ 2 mois passés sous une nouvelle identité, James a été repéré à la bibliothèque publique de New York, où la police est intervenue et l'a arrêté. Leanne a également été arrêtée, mais elle a refusé de coopérer. Son père a payé la caution et elle est vite rentrée au Missouri, où elle a créé un fonds de défense juridique. Au procès, James n'a pas été accusé de meurtre, mais d'extorsion. Il a également fait face à des accusations distinctes d'escroquerie postale pour l'une de ses arnaques à la carte de crédit. Au tribunal, il passait son temps à dessiner des responsables américains en aigle, leurs serres plantées dans son corps. Sur un dessin, un nœud coulant marqué Tylenol et publicité avant procès entourait son cou. C'était un homme talentueux. Mais était-il un meurtrier ? A-t-il empoisonné le Tylenol pour extorquer de l'argent, ou était-il juste un maître chanteur ? Il a été condamné pour extorsion, mais les meurtres sont restés non résolus. Pourtant, il avait fourni des explications détaillées sur la façon dont les meurtres auraient pu être commis. Il a même dessiné des schémas montrant comment les capsules obédo auraient pu être contaminées. Toujours dans ses jeux psychologiques, il disait vouloir aider les enquêteurs, mais certains pensaient qu'il se moquait d'eux. En prison, il est devenu un détenu modèle, écrivant à Reagan et peignant des paysages vus de sa fenêtre. 13 ans plus tard, il revenait avec Leanne, à la tête d'une agence web, et écrivait un roman. Mais l'histoire continuait. En 2006-2007, un détective infiltré sous le nom de Sherry Nichols s'est lié d'amitié avec les Lewis. Elle avait passé 19 mois en formation, apprenant exactement comment flatter l'ego de James et le faire parler du poison. Elle a menti et lui a dit qu'elle avait écrit un livre sur les meurtres du Tylenol et qu'elle avait besoin de son aide d'expert. Elle l'a même aidé avec son roman Poison,
le dilemme du docteur, sur un homme brillant aidant la police à attraper un tueur. Ils sont devenus proches. Les amis, Sherry et un autre agent, Roy, ont aussi voyagé avec les Lewis à Chicago. Ils se sont arrêtés au Walgreens de Old Town, où James a dit « Je n'ai pas été aussi excité depuis que j'ai rencontré ma mère biologique ». Puis il a ajouté qu'il avait un sentiment de déjà-vu. Est-ce qu'il se confiait vraiment, ou est-ce qu'il jouait simplement un rôle, alimentant sa propre légende? En 2009, James a découvert qu'il avait été trompé par de faux amis. Les détectives ont fouillé sa maison et trouvé plusieurs objets, dont une chronologie manuscrite retraçant les déplacements de lui et de Leanne autour des meurtres au Tilnol. Mais il restait une lacune du 26 au 28 septembre, lorsque la police pensait que le tueur avait livré ses bouteilles, contaminées au magasin. James a ensuite qualifié toute cette histoire de ridicule. Sherry, disait-il, avait même tenté de le convaincre de changer la fin du roman, pour que l'homme aidant la police soit en fait le tueur. Lors d'une interview, il s'est vanté, mais rien ne s'est déroulé comme Roy et Sherry l'avaient promis à leur supérieur finançant l'infiltration. Les enquêteurs ont trouvé peu d'éléments chez lui le liant au crime. Mais comme vous allez bientôt le voir, James cachait bien son jeu. Pourtant, Roger Arnold était-il un meilleur suspect? Il était déjà mort, mais la police a obtenu l'autorisation d'exhumer son corps et de prélever un échantillon d'acide désoxyribonucléique. Beaucoup pensaient encore que c'était lui. Il avait travaillé dans un des magasins où les bouteilles contaminées ont été trouvées. Il savait fabriquer du cyanure, il avait le matériel, et il a même admis en avoir acheté. C'était un solitaire, en colère contre le monde et connu pour ses accès de violence. Ses anciens codétenus, ignorant de son lien avec les meurtres du Tilnol, l'ont décrit comme calme et amical. Pour eux, il était incapable de tuer des inconnus de sang-froid. Et puis, quand son acide désoxyribonucléique a été testé, il n'y avait pas de correspondance. Pourtant, certains enquêteurs n'ont pas pu lâcher l'affaire. L'un d'eux avait une photo encadrée d'Arnold au mur, à côté de celle de sa famille. Il était sûr qu'Arnold était le meurtrier. D'autres, quant à eux, restaient fidèles à leur théorie sur Lewis, convaincus que James était le véritable cerveau, un manipulateur qui prenait plaisir à jouer à des jeux dangereux. Mais son acide désoxyribonucléique ne correspondait pas non plus. Comme toujours, James provoquait les enquêteurs par écrit. Vous auriez pu économiser des milliers en venant ici dans le Massachusetts pour l'acide désoxyribonucléique, écrivait-il. Vous saviez déjà que je n'avais jamais approché cette preuve. Cela amusait James, mais pas la famille de Janice. Le Chicago Tribune a écrit qu'ils ont regretté toute leur vie d'avoir déménagé aux États-Unis. Cela les a déchirés. L'idée qu'un inconnu puisse choisir de tuer leurs proches sans raison. Ils avaient fui l'oppression communiste pour un pays où la liberté s'accompagnait de fortes doses de violence. Les policiers étaient excellents. Mais malgré leur dévouement, les meurtres au Tilnol restent un mystère. Mais au fil des années, plus ils en apprenaient sur James Lewis, plus il paraissait coupable. Toujours principal suspect, il est décédé en 2023, à 76 ans, après 40 ans de traque et de surveillance. Mais pour lui, il avait été harcelé par des hommes qu'il jugeait victimes de biais de confirmation et d'une vision étroite. Un agent du FBI, le même qui avait trompé James lors de l'opération d'infiltration, a déclaré après sa mort que son décès marquait la fin d'une vie de cruauté envers les autres et d'un besoin compulsif de vengeance. L'agent a ajouté que sa mort mettait fin à la quête de justice. Que voulait-il dire par une vie de cruauté? Eh bien, la fille de 5 ans de James était décédée en 1974 lorsque les sutures de son opération du cœur s'étaient défaites. La mort de cet enfant était terrible. Les sutures, fabriquées par Johnson, venaient de leur entreprise. James ressentait une forte rancœur envers cette entreprise. Quand des journalistes du Chicago Tribune l'ont interrogé sur l'enquête, il a vivement critiqué le fait que Johnson ait pu utiliser son propre scientifique pour tester les flacons de Tylenol rappelés. Les enquêteurs ont découvert que James aurait pu écrire la lettre d'extorsion avant tout décès le jour des meurtres. Il avait dit à un ami qu'il s'était délibérément placé devant une caméra de vidéosurveillance à New York, simplement pour se créer un alibi. Après sa mort, ce même ami a dit qu'il aurait mieux fait de prier Dieu qu'il n'y ait pas de vie après la mort. James, mythomane, venait d'une enfance négligée comme beaucoup d'adultes en colère sans émotion apparente. Ses parents, submergés par la pauvreté, l'avaient abandonné ainsi que ses 7 frères et sœurs, les plaçant tous à l'adoption. Ce genre de départ peut vraiment déformer un enfant. Lorsqu'il était adolescent, il a disparu pendant un certain temps et a ensuite été retrouvé flottant dans un étang. Peu après, il a agressé ses parents adoptifs à la hache et fait une overdose d'aspirine, menant à son hospitalisation psychiatrique. Il a rencontré Leanne plus tard et ensemble, ils ont lancé une petite entreprise de services fiscaux. Ils ont eu une fille atteinte du syndrome de Down, décédée suite à la rupture de ses points de suture cardiaque.
Plus tard, Raymond West, client de James et Leanne, a été retrouvé découpé chez lui. Et devine qui a essayé d'encaisser un chèque de 5000 $ à son nom? James. Il avait été la dernière personne à voir West vivant. Il n'a pas été condamné car la police a oublié de lui lire ses droits avant l'interrogatoire. En 2004, sa voisine l'a accusé de l'avoir drogué et kidnappé pour commettre des actes sexuels répréhensibles. Elle a ensuite refusé de témoigner, et l'affaire a été classée. Peut-être que James n'était pas seulement un escroc, peut-être qu'il était malfaisant, narcissique par négligence, et tellement abîmé qu'il était incapable d'empathie. Un homme amer et tordu, désespéré de se venger du monde, et peut-être qu'en un sens, il a réussi. Parce que s'il était vraiment coupable, alors chaque fois que vous luttez avec un emballage inviolable, chaque fois que vos ongles n'arrivent pas à ouvrir ce seau en plastique récalcitrant autour d'une bouteille, peut-être, juste peut-être, que vous pouvez remercier James Lewis. Les meurtres au Tylenol ont révélé qu'un médicament courant peut être mortel, mais d'autres toxines sont bien pires. Regardez, une seule goutte de ce poison pourrait tuer le monde entier pour voir à quel point la nature peut être létale, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.